Le tic-tac de l'horloge faisait désormais partie intégrante de Baker Street, à tel point qu'on ne l'entendait presque plus, sauf lorsque le silence lui-même devenait significatif. Holmes était assis en tailleur dans le fauteuil en face de moi, les longs doigts entrelacés, le regard fixé non pas sur moi, mais sur la fumée qui s'échappait de sa pipe, comme s'il avait la forme d'une hypothèse non exprimée. Dehors, le bruit d'une calèche qui passait s'estompait au loin, laissant la pièce suspendue entre le son et la pensée. « Vous êtes inhabituellement calme ce matin, dis-je. Aucune affaire, aucun visiteur, aucun scandale dans les journaux au petit déjeuner. Londres ne s'est certainement pas transformée du jour au lendemain. » Holmes sourit faiblement. « Quand Londres se transformera, Watson, je me retirerai dans le Surrey et j'élèverai des abeilles. D'ici là, nous devons nous fier à la ponctualité du mal. » L'horloge fit à nouveau tic-tac, une fois, deux fois, puis un coup sec et métallique retentit à la porte d'en bas. On entendit la voix étouffée de Madame Hudson, puis le grincement de l'escalier. Holmes pencha légèrement la tête, comme un chien de chasse qui dresse les oreilles avant le son du corps. « Ah !» murmura-t-il, ponctuel en effet. Notre visiteur entra sans cérémonie. Un jeune homme maigre vêtu d'un uniforme de télégraphiste, les joues roses à cause du froid. Il tendit une enveloppe jaune, l'air inquiet, comme s'il apportait de mauvaises nouvelles. « Pour Monsieur Sherlock Holmes, monsieur. » Holmes l'accepta d'un bref signe de tête, l'ouvrit et la lut. Il fronça les sourcils, puis les détendit avec le même calme délibéré que j'avais vu lorsqu'il avait affronté un pistolet chargé. « Alors ?» demandai-je. Il me tendit la feuille. Elle ne contenait que 7 mots. « Urgent. 2 étuis à cigarette, un de trop. »« De la part de qui ?» demandai-je. L'expéditeur n'a laissé que ses initiales, A.L. Holmes fit tourner l'enveloppe entre ses doigts, renifla le papier et l'approcha de la lumière de la lampe. Remarquez la légère tache de graisse près du coin, Watson. Une sorte de poussière métallique. Notre correspondant travaille avec des outils, peut-être de la gravure ou des réparations de précision. Et cette empreinte a été faite par une plume dure tenue en biais, un écrivain gaucher, nerveux, pressé. Un message cryptique pour un observateur aussi expérimenté, ai-je fait remarquer. 2 étuis à cigarette, un de trop. Certainement une énigme banale. La banalité, mon cher ami, est souvent le masque du meurtre. Il se leva brusquement, faisant glisser sa chaise sur le tapis. Le messager, a-t-il dit d'où il venait? L'employé hésita. Il a été apporté par un autre monsieur. Il n'a pas laissé son nom. Il semblait étranger. Il m'a dit qu'il devait être livré immédiatement. Les yeux de Holmes s'illuminèrent. Une chaîne sans un maillon n'est pas une chaîne. Vous m'avez donné le maillon manquant, mon garçon. Merci. Il lança une pièce qui brilla à la lumière de la lampe, et l'employé se retira, déconcerté, mais plus riche. Holmes s'approcha de la fenêtre. La rue en contrebas était baignée dans la douce lumière d'un matin d'automne. 2 tabatières, répéta-t-il à voix basse. La duplicité suggérée par la duplication. Une authentique, une contrefaite, ou une appartenant à un homme qui ne devrait avoir que la sienne. Cela pourrait-il faire référence à un vol? Ou à l'identité, dit-il. Vous vous souvenez de l'affaire de la tabatière dupliquée? Non? Alors vous en verrez bientôt une similaire. Il se retourna brusquement. Watson, votre manteau. Allons à Charing Cross. Sur la base de 7 mots? Sur la base du rythme, Watson. La phrase du télégramme bat comme un métronome. 2 étuis à cigarette, un de trop. Il y a une urgence derrière sa symétrie. L'horloge tic-tac, une lente affirmation. Un instant plus tard, nous étions dans le tramway, les roues cliquetant sur les pavés. Holmes se pencha à l'extérieur, plissant les yeux à cause du brouillard qui s'épaississait vers le fleuve. Observez, Watson, le souffle même de Londres conspire à cacher la vérité. Et notre destination? Il toucha le télégramme. Les initiales A.L. Je les associe à un seul correspondant, Adrian Lascelles, bijoutier du Strand, un homme précis jusqu'à la dernière décimale de l'honnêteté, et donc peu susceptible de m'envoyer des énigmes. À moins qu'il n'y soit contraint, suggérai-je. Holmes pencha la tête. Exactement. Nous trouvâmes la boutique de Lascelles fermée, même s'il était tard pour les heures d'ouverture. Un agent de police était appuyé tout près, faisant tournoyer sa matraque. « Je vous demande pardon, messieurs, dit-il, mais l'endroit est fermé jusqu'à nouvel ordre. Il y a eu des problèmes tôt ce matin. »« Quel genre de problème ?» demanda Holmes. « Une tentative de cambriolage, dit-on. Le propriétaire a disparu. Le magasin est en désordre. Les hommes de Scotland Yard sont déjà passés. » Holmes serra les doigts sur le télégramme. « Venez, Watson. »
Il me fit signe de le suivre dans la ruelle étroite à côté de la bijouterie. La porte arrière était entr'ouverte. Un gond était tordu et il y avait une légère tache de sang sur le verrou. À l'intérieur, le verre craquait sous nos bottes et le tic-tac d'une petite horloge à réparer résonnait au rythme de Baker Street. Constant, inévitable, impitoyable. « Avez-vous remarqué, dit Holmes à voix basse, qu'il y a 2 porte-cigarettes sur ce banc, l'un en argent et l'autre en nickel. Et à moins que mes yeux ne me trompent, un seul des 2 devrait se trouver ici. » Avant que je puisse répondre, une ombre bougea derrière le rideau intérieur, une silhouette humaine, immobile comme la mort. La main de Holmes se posa silencieusement sur son pistolet. Le tic-tac remplissait le silence entre nous. « Restez en arrière, Watson, » murmura-t-il. Le rideau bougea. Il se souleva d'1 centimètre, puis retomba. Holmes s'avança, le pistolet baissé, les yeux brillants dans la pénombre provenant de la fenêtre brisée. « Sortez, » dit-il calmement. « Vous ne pouvez pas vous échapper par ici. » Un homme apparut, maigre, les yeux enfoncés, les mains tremblantes. Il portait un tablier sombre d'artisan, et la manche droite était déchirée, révélant une coupure superficielle. Le faible tic-tac de l'horloge du bijoutier remplissait le silence entre nous. « Adrian Lascelles, » observa Holmes en baissant son arme. « Je pense que ce matin, vous avez été à la fois voleur et victime. » Les lèvres de l'homme bougèrent, sans émettre aucun son, puis murmurèrent « C'est moi qui ai envoyé le télégramme. » Holmes haussa un sourcil. « Alors, l'étui ne duplique pas seulement les objets, mais aussi les actions. Vous m'avez fait appeler et pourtant vous vous êtes enfui de votre boutique ? » « Je n'avais pas le choix, monsieur Holmes. Il était là. » « Qui ? » « L'homme à qui appartient l'autre étui. » L'horloge sonna les quarts, d'un son subtil et froid. Lascelles s'effondra sur un tabouret, haletant. Il est venu avant l'aube. Il a dit qu'il était un client qui venait rapporter un étui à cigarette pour le faire réparer. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai vu que ce n'était pas du tout mon travail. Il portait ma marque, mes initiales. Mais elles étaient gravées grossièrement. Elles étaient fausses. Je l'ai confronté. Il a ri. Puis il y a eu une bagarre. J'ai dû le frapper, car il est tombé par terre et je me suis enfui. Quand je suis revenu, il avait disparu. Le regard de Holmes s'est aiguisé. Disparu, en laissant derrière lui du sang, du verre brisé et votre tabatière dupliquée. L'avez-vous reconnu ? Non, mais il parlait comme un gentleman. Il avait une voix cultivée. Holmes a examiné les 2 mallettes posées sur le comptoir. Watson remarquait la différence de poids. La boîte en argent est légèrement plus lourde, trop peu pour être perceptible à l'œil nu, mais pas à la main. Observez également que l'original porte la fine marque de Lascelles sous la charnière, tandis que la fausse la porte à l'intérieur, où peu de gens la remarqueraient. Une contrefaçon intelligente, conçue non pas pour tromper les ignorants, mais pour induire en erreur les personnes informées. Il fit tourner la fausse mallette entre ses mains. Et à l'intérieur, une tache de suie près du bord, mélangée à de la poudre fine. De la poudre à canon, je pense, pas du tabac. Bon sang, murmurai-je. Une arme ? Plus probablement un dispositif. Peut-être une cachette pour quelque chose d'explosif ou de secret. Il me le tendit avec un regard d'avertissement. Attention, Watson, la charnière pourrait cacher plus qu'un ressort. Lascelles se couvrit le visage. Je voulais juste créer quelque chose de beau, pas ça. Il y a 2 semaines, un monsieur est venu demander un étui avec un compartiment caché. J'ai refusé. Pourtant, quelqu'un l'a fabriqué, et maintenant mon nom est dessus. Le ton de Holmes s'adoucit. Tu as bien fait de m'appeler, même si c'est tard. Dis-moi, cet homme qui a apporté la fausse mallette, à quoi ressemblait-il ? Grand, blond, moustache taillée en pointe, une cicatrice sous l'œil gauche. Il portait une bague avec un serpent qui se mordait la queue. Les yeux de Holmes brillèrent de reconnaissance. Le symbole de la société Ouroboros, Watson. Un cercle excentrique de collectionneurs qui s'adonnent à l'alchimie et aux sciences interdites. J'ai rencontré l'un d'entre eux à Vienne. Ils ont un penchant tant pour l'or que pour la tromperie. Et vous pensez que ce faux est lié à eux ? Mon cher ami, je pense que la boîte contrefaite n'était pas destinée à contenir des cigarettes, mais des informations. Quelque chose qui vaut la peine de tuer. Le cri d'un agent résonna dans la rue. Holmes fit un signe rapide. Nous devons sortir par l'arrière. Scotland Yard interroge d'abord, puis réfléchit. Lascelles lui saisit le bras. « Mais que dois-je faire ? Reste invisible. Je trouverai ton sosie avant qu'il ne te trouve. » Il se tourna vers moi. « Watson, occupez-vous des 2 affaires. » La ruelle à l'extérieur sentait le charbon mouillé et le fer.
Alors que nous nous faufilions dans la foule matinale, le bruit de la ville s'intensifiait, le son lointain des cloches, le crissement des roues, et sous tout cela, le tic-tac silencieux de la montre de poche de Holmes qui faisait écho au rythme de l'horloge à pendule. « 2 étuis à cigarettes, murmura-t-il. 2 identités. Quelque part à Londres, un homme porte le nom d'un autre. Vous voulez dire que l'imposteur a l'intention d'incriminer Lascelles? Peut-être. Ou peut-être que Lascelles lui-même cache plus qu'il ne l'admet. La falsification est magistrale, mais sa peur est authentique. Ce paradoxe m'intéresse. Nous avons pris un taxi pour nous rendre au Strand. Et maintenant, où allons-nous? Demandai-je. Confirmer un soupçon, répondit-il. Vous vous souvenez de l'observation concernant la poudre près du bord? Ce résidu suggère des allumages répétés. Pas par un pistolet, mais par une mèche. Une mèche? Alors l'étui est un détonateur miniature, oui. Observez, Watson, comment la conception permet au couvercle de dissimuler un fil fin, ingénieux, compact, mortel. Celui qui l'a fabriqué avait besoin de la précision d'un bijoutier et d'une conscience suffisamment légère pour supporter son utilisation. Le taxi s'arrêta devant une ruelle tranquille derrière St. Martin's Lane. Holmes descendit, scrutant les portes, jusqu'à ce que son regard se pose sur celle marquée « R.J. Chesson, Metalworker ». Il frappa 3 fois, avec un rythme aussi régulier que le tic-tac d'une horloge. La porte s'ouvrit sur un homme aux mains noircies par la suie et au regard méfiant. « Chesson, dit Holmes, je crois que vous avez récemment fabriqué un étui à cigarette pour un membre de la Ouroboros Society. J'en fabrique beaucoup, monsieur. Je ne tiens pas de registre des noms. Alors peut-être que ceci vous rafraîchira la mémoire. » Holmes sortit la fausse tabatière. L'artisan pâlit. Je n'avais pas de mauvaises intentions. J'ai été payé en espèces. Je ne savais pas pourquoi. Qui vous a payé? Je n'ai jamais vu son visage. Il a laissé le dessin et est revenu le chercher 2 jours plus tard. Nous avons parlé à travers la porte, mais il portait la même bague avec le serpent et tout le reste. L'expression de Holmes s'assombrit. Nous passons de l'imitation à la conspiration, Watson. L'Ouroboros respire vraiment sa propre queue. Holmes, dis-je, à quoi pourrait servir un tel dispositif? À l'information, Watson, cachée, transportée, détruite. Imaginez un message caché dans la poudre qui brûle en cendres à l'étincelle. 2 cas, un authentique à montrer, un faux pour la trahison, une substitution parfaite. Chesson balbutia. « Vous n'allez pas me dénoncer à la police, monsieur ?» Holmes mit la mallette dans sa poche. « Cela dépend si vous tenez suffisamment à votre liberté pour me dire où votre client avait l'intention de la récupérer. » L'homme déglutit. « À l'Egyptian Club, à 7h30 ce soir. Il a dit que c'était pour une démonstration. » Les lèvres de Holmes s'incurvèrent légèrement. « Alors, nous assisterons au spectacle. » Alors que nous sortions, le faible tic-tac reprit dans la poche de Holmes, constant et inexorable. « Watson, dit-il, ce rythme s'accélère. Je soupçonne que nous avons moins de temps que ne le laisse entendre l'horloge. » Une rafale de vent saisit la porte derrière nous, la claquant avec un bruit sourd qui résonna dans la ruelle comme le son d'une cloche d'alarme. Le son métallique résonnait encore faiblement lorsque Holmes se retourna, les yeux illuminés de cette lueur particulière qui signifiait que son esprit avait anticipé le moment. « Une mise en garde, Watson. Lorsque l'horloge sonne avant l'heure, il faut supposer qu'une autre main l'a fait avancer. Pensez-vous qu'il nous observe? Observer? Peut-être guider. » Il s'approcha de l'entrée de la rue, regardant des 2 côtés. Observez ce taxi au coin de la rue, immobile, avec le chauffeur affalé comme s'il somnolait. Pourtant, les rênes restent tendues. Un homme qui dort avec discipline est éveillé dans ses intentions. Je jetai un coup d'œil dans le brouillard. Vous pensez qu'il nous a suivis? Je pense qu'il nous écoute. Holmes traversa le trottoir en 3 pas rapides, frappa avec sa canne sur la portière de la calèche et l'ouvrit en grand. Le cocher sursauta, le visage pâle à la lumière du réverbère. « Bonjour, dit Holmes d'un ton aimable. Si vous avez l'intention de nous suivre, mon cher monsieur, vous pourriez au moins le faire sous un prétexte plus subtil. » L'homme balbutia. « On m'a dit d'attendre ici. »« Qui vous l'a dit ?»« Un monsieur. Il a dit qu'il allait rencontrer quelqu'un de Baker Street. » Le ton de Holmes se fit plus froid. « Décrivez-le-moi. » Grand, blond, avec une cicatrice sous l'œil. Il m'a payé une demi-couronne pour attendre et surveiller. Holmes sourit faiblement. Notre jumeau fantôme est toujours ponctuel. Il jeta une pièce à l'homme. « Oubliez que vous nous avez vus. » Nous avons tourné dans la rue principale, nous mêlant à la foule. Le rythme de la ville nous entourait, les cris des vendeurs, le cliquetis d'un tramway au loin,
et en dessous, le même tic-tac inexorable provenant de la poche de Holmes. Chaque son, murmura-t-il, compte pour arriver à la révélation. Remarquez, Watson, comme le temps s'accélère lorsque l'adversaire croit ne pas être vu. Où en sommes-nous maintenant, entre l'ombre et la preuve? Nous savons que la copie était destinée à l'exposition de ce soir à l'Egyptian Club. Nous savons que notre adversaire porte la marque et la cicatrice de la selle. Ce que nous ne savons pas, c'est son but. Nous le découvrirons sur place. Et la selle? En sécurité, pour l'instant. J'ai télégraphié à l'estrade pour qu'ils le mettent sous surveillance discrète. Si notre bijoutier contrefacteur tente une nouvelle visite, il trouvera l'hospitalité de Scotland Yard à son arrivée. Nous avons atteint le coin de Pall Mall alors que l'après-midi touchait à sa fin dans une brume ambrée. Holmes a appelé un taxi. « À l'Egyptian Club », ordonna-t-il. « Mais arrêtez-vous 2 rues avant. » Je le regardais. « Un déguisement ? » ?»« Partiel. » Il ajusta son écharpe pour cacher la ligne de sa mâchoire. « Ils attendent Sherlock Holmes. Ce soir, ils rencontreront M. Miles du Caire, collectionneur d'antiquités. Et moi, vous, mon cher ami, vous resterez exactement tel que vous êtes. Un homme d'une probité irréprochable, c'est-à-dire plutôt désarmant. » Le taxi démarra. Le léger cliquetis semblait désormais suivre le rythme des roues, tel un métronome accompagnant notre silence. Lorsque nous sommes descendus, le crépuscule était tombé, doux et électrique. Holmes s'est arrêté sur le seuil, les doigts effleurant son col comme pour aligner sa pensée sur son geste. « Watson, dit-il, au cours des dernières 24 heures, nous avons rencontré des duplications, d'objets, de signatures, d'hommes. Je me demande, et s'il y avait aussi une duplication d'intention ? Vous voulez dire que les 2 parties utilisent la même ruse ? Exactement. Supposons qu'une partie ait conçu le faux cas pour cacher un message, l'autre pour le détruire, chacune croyant que le travail de l'autre est le sien. C'est là que réside la racine de tout paradoxe, l'intention reflétée. Nous entrâmes dans l'Egyptian Club, un brouillard de fumée de cigares et de conversations murmurées, de riches tapis sous les pieds, des reflets de verre dans toutes les directions. Au fond de la salle, sous un buste doré de Thoth, se trouvait une table d'exposition surveillée par un homme en livrée. Le regard de Holmes se fixa immédiatement sur la silhouette qui conversait à côté, grand, blond, moustachu et avec une cicatrice sous l'œil. La main de l'homme était légèrement posée sur la poche de sa veste, où l'on pouvait apercevoir le profil d'une mallette. Holmes murmura « Notre double. »« Tu vas l'affronter ici ?»« Pas encore. Observe et déduis. » Nous nous déplacions avec aisance parmi les objets exposés. Le tic-tac nous suivait. L'horloge au-dessus de la cheminée du salon, qui s'accordait parfaitement avec le rythme de la montre de poche de Holmes. Il semblait souligner chaque mouvement du suspect, chaque geste, chaque pas, comme si l'air lui-même conspirait pour marquer le temps de la supercherie. L'homme sortit l'étui en argent, l'ouvrit d'un coup sec et le montra à un homme à lunettes à côté de lui. Un échange rapide, un billet glissé à l'intérieur, puis l'étui passa entre les mains de l'autre. Les yeux de Holmes brillèrent. Le voilà, le relais. Il s'approcha, croisant leur chemin comme par hasard. « Un bel exemplaire, » commenta Holmes avec désinvolture. « En argent édouardien, je suppose ?» L'homme blond inclina la tête. « En effet, monsieur. Vous êtes un connaisseur ? » ?»« Juste un admirateur de la précision. » Le regard de Holmes le retint, calme mais inquisiteur. J'admirais également la gravure, très dans le style d'Adrian Lascelles. L'expression de l'homme se raidit, de manière à peine perceptible. « Je ne connais pas ce nom. »« Étrange, » dit Holmes, car sa signature se trouve sous son pouce. Pendant un instant, l'atmosphère entre eux se glaça. Puis l'homme sourit. « Vous vous trompez ?» Il remit rapidement l'étui dans sa poche et se retourna. La main de Holmes eut un mouvement brusque, comme pour l'attraper, puis s'arrêta. « Non, » murmura-t-il. « Laissons le poisson mordre à l'hameçon. Suivons-le. » Nous le suivîmes à travers les couloirs jusqu'à une antichambre privée tapissée de masques et de rouleaux de papyrus. Holmes me fit signe de me cacher derrière une colonne. L'homme ressortit la mallette, prit le billet et le brûla avec une allumette. Le papier disparut en un éclair, laissant une trace de poussière grise, le même résidu que précédemment. Holmes murmura. « C'est confirmé, un message. Consumé plutôt que remis. Il détruit, il ne transmet pas. Et le destinataire ? Il a déjà rempli son rôle. » Les yeux de Holmes se posèrent sur le 2e gentleman, qui avait rejoint la foule, inconscient de ce qui venait de se passer. Le billet n'était pas destiné à être lu, mais à être effacé. L'homme à la cicatrice écrasa la poudre sous son talon, rangea la boîte vide et se dirigea à grands pas vers la sortie.
Holmes me serra le bras. Maintenant, nous bouclons la boucle. Nous sortîmes de notre cachette, mais l'homme était déjà entré dans la ruelle par la porte latérale. Holmes accéléra le pas. Je le suivis, le bruit de nos bottes se confondant avec le cliquetis qui semblait résonner même sur les pavés. Devant nous, la silhouette disparut dans le brouillard au-delà des réverbères. Holmes s'arrêta, à l'écoute. Il court vers la rivière. L'horloge s'accélère, Watson. L'heure approche. Au loin, un faible clic se fit entendre. Du métal contre du métal, précis et délibéré, comme le chargement d'une détente. Le clic fut suivi d'un sifflement, un son grave et sinueux, presque englouti par le brouillard. Holmes s'arrêta net. « Baissez-vous, Watson !» cria-t-il en me tirant derrière la balustrade en pierre de l'escalier latéral du club. Une seconde plus tard, on entendit une détonation sourde, pas assez forte pour ressembler à une explosion, mais aussi nette que le coup de feu d'un pistolet. De la poussière tombait de l'arcade au-dessus de nous. Lorsque je levai les yeux, une marque noircie défigurait la maçonnerie près de la porte par laquelle notre cible s'était enfuie. « Une charge trop faible pour tuer », murmura Holmes en se levant. « Plutôt un avertissement ou un test du mécanisme. Notre homme s'assure que son invention fonctionne correctement. » Il ramassa un fragment de métal brûlé sur la marche. La charnière d'un étui à cigarette, le faux. Il l'a fait exploser délibérément. Alors, le double, détruit, ce qui signifie que c'est désormais l'original qui détient le secret. Sa voix s'accéléra, avec ce rythme régulier qui précédait toujours les révélations. Il brûle le faux pour prouver que l'original est toujours intact et pour faire savoir aux autres que le message est en sécurité. Nous suivîmes le virage de la ruelle, les pavés glissant sous nos pieds. L'odeur de la rivière s'intensifia. Quelque part dans le brouillard, la cloche d'un bateau à vapeur sonna, dont le rythme se confondait avec ce faible tic-tac qui semblait suivre Holmes partout où il allait. « Écoutez, Watson, dit-il, le rythme persiste. Le rythme de la ville suit celui de notre adversaire. » Devant nous, une silhouette se déplaçait entre les lampadaires à gaz, grande, reconnaissable entre toutes. La main de Holmes se posa sur son pistolet. « Il suffit d'observer, dit-il. Il est maintenant temps de l'intercepter. » Nous gagnâmes du terrain. L'homme tourna brusquement dans une ruelle étroite, regardant derrière lui. Son calme me frappa plus que sa fuite. Il semblait mesurer chaque pas, attendant quelque chose ou quelqu'un. Holmes murmura « Il nous conduit à son complice. L'Ouroboros travaille en duo. » Nous tournons au coin de la rue et nous nous arrêtons brusquement. Une calèche nous attendait, les lumières tamisées et les chevaux reniflants. Une femme vêtue d'un manteau sombre sortit de l'ombre, la main gantée tendue. L'homme à la cicatrice s'approcha, sortit de sa poche la boîte en argent non brûlée et la posa dans la paume de sa main. Le murmure de Holmes ne fit que légèrement dissiper le brouillard. Remarquez son maintien, ce n'est pas n'importe quelle conspiratrice. Le serpent achève son cercle. On y va? Pas encore. D'abord la connaissance, ensuite l'action. La femme ouvrit brièvement la mallette, en examina le contenu et acquiesça. « C'est fait, dit-elle. » Son accent avait les contours nets du continent. Il comprendra le signal. « Le signal a été envoyé, répondit l'homme. Mais Holmes ?» Elle l'interrompit brusquement. « Vous prononcez son nom avec trop de désinvolture. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Curieux, Watson. Vous craignez mon nom plus que la loi. » Il fit un pas en avant. « Permettez-moi de justifier cette crainte. » Les deux hommes se retournèrent sur eux brusquement. Le sang-froid de la femme vacilla un instant, avant qu'elle ne se ressaisisse. « Monsieur Holmes, dit-elle froidement, votre ponctualité vous honore. »« Je manque rarement un rendez-vous, madame, répondit-il, et jamais un rendez-vous pris en mon nom sans mon consentement. » L'homme à la cicatrice fit un geste pour nous barrer le passage. Holmes leva la main. « Je vous conseille de vous retenir. Le tempérament explosif de l'invention de votre employeur semble contagieux. »« Vous en savez trop, dit la femme. »« Et pourtant pas assez, rétorqua Holmes. »« Qui est celui que vous appelez « lui » ? Le même qui a falsifié la marque de la selle, le même qui transformerait l'art en meurtre. » Son regard se durcit. « La connaissance est un privilège. Vous, monsieur Holmes, en avez abusé assez longtemps. » Holmes sourit faiblement. Une accusation peu judicieuse de la part de quelqu'un qui fait le trafic d'imitation. Son regard se posa sur la mallette qu'elle serrait contre elle. « Rendez cet objet, et vous pourrez encore partir indemne. »« Jamais, murmura-t-elle. Le monde doit oublier ce que renferme ce métal. » Holmes se jeta en avant. L'homme à la cicatrice sortit un couteau, mais je fus plus rapide que l'éclair. Mon poing bloqua son poignet. Le couteau tomba bruyamment sur les pavés. La femme se précipita vers la calèche, la mallette brillant dans sa main.
Holmes la suivit d'un mouvement rapide et précis, saisissant la porte juste au moment où les chevaux se cabraient. Un seul coup de feu déchira le brouillard. C'était le sien, pas celui de Holmes. La balle frappa la lampe au-dessus de nous, faisant voler des éclats de verre. À travers le brouillard, je la vis sauter à l'intérieur, tandis que le cocher claquait sauvagement les rênes. La voiture s'éloigna à toute vitesse vers la berge. Holmes sauta sur le marchepied, s'agrippant au bord de la porte. « Watson !» cria-t-il. « Suis-la !» Je courus, le cœur battant à tout rompre, mais le véhicule accéléra. Il dérapa dangereusement près de la balustrade du fleuve, les roues patinant. Holmes lutta avec la porte et, pendant un instant, je crus qu'il allait être projeté sous les roues. Puis la voiture heurta un poteau et se renversa dans un fracas qui étouffa tous les sons, sauf le tic-tac incessant dans ma tête. Je le rejoignis quelques secondes plus tard. Les chevaux s'étaient libérés et s'étaient enfuis. Holmes était agenouillé à côté de l'épave, écartant les morceaux de bois éclatés. La femme gisait à demi inconsciente, le coffret en argent toujours serré contre sa poitrine. « Elle est vivante ?» demandai-je. « Pour l'instant. » Holmes ouvrit l'objet. « Et voici, Watson, notre confession. » Il ouvrit le couvercle avec précaution. À l'intérieur, sous le revêtement familier en velours, se trouvait une fine fiole en verre remplie d'une fine poudre grise. Il la tint à la lumière. Ce n'est pas de la poudre, mais de la cendre. Quelqu'un l'a déjà utilisée. Utilisée. Le message qu'elle contenait a été brûlé, peut-être au moment de sa fuite. Il n'en reste que des résidus. Mais alors, nous n'avons pas avancé. Au contraire, les yeux de Holmes brillèrent. Les cendres parlent, Watson. Celles-ci portent des traces de nitrate d'argent et d'émulsion photographique. Notre message caché n'était pas de l'encre, mais une image, une photographie réduite en poussière. Ce qui est détruit de cette manière ne peut être récupéré que par la mémoire ou par des aveux. Il jeta un regard à la femme inconsciente, et elle nous fournira l'un ou l'autre. Une petite foule s'était rassemblée devant les maisons voisines, murmurant. Holmes se leva. Nous devons partir avant que les autorités ne s'intéressent à nous. Aidez-moi à la soulever. Nous avons porté la femme jusqu'à la station de taxi la plus proche. Alors que nous marchions, le bruit est revenu. Le tic-tac semblable à celui d'une horloge provenant de la poche du gilet de Holmes, désormais plus fort contre le battement de la ville. « Vous l'entendez, Watson ?» ?»« Le tic-tac, oui. Le vôtre ?»« Non, le sien. » Il écarta son manteau. Sous la doublure, un petit appareil émettait un cliquetis métallique constant. « Une horloge ?»« Non. Un métronome modifié pour mesurer le temps de détonation. Encore l'œuvre d'Ouroboros. Même leurs silences sont mécaniques. Pouvons-nous l'arrêter ? » « Peut-être, » murmura-t-il en réglant le cadran avec une précision chirurgicale. Le tic-tac ralentit, puis cessa. « Voilà, pour une fois, le temps est de notre côté. » Il leva les yeux, l'expression indéchiffrable. Mais chaque silence cache un écho. Celui qui a chargé cet appareil voulait entendre sa fin. Comme pour lui répondre, un autre tic-tac faible, lointain mais indéniablement vivant, retentit quelque part au fond du brouillard. Le tic-tac faible, lointain mais délibéré, maintint Holmes immobile. Il pencha légèrement la tête, tendant tous ses nerfs à l'écoute. « Un autre appareil, murmura-t-il. Il signale à nouveau. »« Alors nous devons agir immédiatement, l'exhortai-je. » Il acquiesça sèchement. En effet, et avec délicatesse. Si un métronome marque les battements de son cœur, l'autre marque l'esprit qui l'a chargé. Il se tourna vers le cocher. « À Baker Street, rapidement, et prenez la route la plus tranquille que vous connaissez. » En quelques minutes, le bruit de la ville fit place au rythme sourd des roues sur les pavés mouillés. La femme bougea une fois, puis sombra à nouveau dans l'inconscience. Holmes se pencha en avant, les yeux fixés sur son visage, comme s'il observait l'aiguille des secondes d'une horloge. « Watson, » dit-il doucement, « regardez la poussière pâle sur sa tempe, à peine visible sans la lumière de cette lampe. » Je m'approchai. « Bon sang, oui. Qu'est-ce que c'est ? » « Du collodion, utilisé dans le développement photographique. Cela confirme mes soupçons. Elle a manipulé l'image originale avant qu'elle ne soit détruite. Cette femme n'est pas seulement une messagère, c'est une archiviste. De quoi ? De ce que l'on espère cacher mais que l'on ne peut détruire. Le passé, peut-être le visage même de la culpabilité. Le cliquetis rythmique provenant de sa cape sembla s'accélérer. La main de Holmes se posa sur l'étui dans sa poche. Les Ouroboros vénèrent la répétition. Ils croient en la perfection des cercles. Pour eux, même le crime doit se répéter, un acte qui en reflète un autre. Vous voulez dire que la duplication des étuis à cigarettes ?
n'est pas un hasard. C'est une doctrine. Copier, c'est commander. Notre adversaire produit des répliques non seulement en métal, mais aussi en termes de motifs. Nous arrivâmes enfin à Baker Street. Madame Hudson nous accueillit à la porte avec un sursaut. « Monsieur Holmes, qu'avez-vous ramené à la maison cette fois-ci » ?»« Un invité, Madame Hudson, réticent mais vivant. Préparez le canapé. Il aura besoin de repos et, je l'espère, d'honnêteté. » En quelques instants, la femme était allongée sous une couverture, haletante. Holmes alluma le gaz et l'horloge familière reprit son rythme régulier. « Le temps reprend son cours, » observa-t-il. « Voyons s'il rétablit également sa mémoire. » Il sortit une fiole de sa mallette et agita l'alcool, piquant sous son nez. Elle ouvrit les yeux. Pendant un instant, la confusion régna, puis la méfiance revint dans son regard. « Où suis-je » ?« Au seul endroit où le mensonge est en mauvaise compagnie, » répondit Holmes avec gentillesse. « À Baker Street. Tu es en sécurité pour le moment. » Son regard se posa sur l'horloge posée sur la cheminée. « Tu l'as arrêtée ?»« Non, elle s'est arrêtée pour toi. » Une ombre de reconnaissance passa sur son visage. « Vous ne comprenez pas. Quand il s'arrête, il le sait. » Holmes se pencha en avant. « Alors écoutez encore. Très bien. Laissez-moi entendre la vérité pour une fois. Qui est-il » Elle hésita. Je vis ses lèvres trembler. Sa peur était authentique. « On l'appelle le conservateur. Il ramasse ce que les autres détruisent. Des documents, des secrets, des visages. J'ai été engagé pour conserver ces images. Chaque photographie cache une trace de trahison. Diplomate, financier, même des policiers. Mais une photo, une seule, il a ordonné de la détruire. » La voix de Holmes s'adoucit. À qui appartenait ce visage ? Ses yeux se remplirent de larmes réticentes. Le sien. L'horloge tic-taquait plus fort dans le silence qui suivit. Holmes se leva lentement. L'auto-effacement, la vanité suprême. Un homme qui falsifie sa propre identité au point de faire mentir même son miroir. « Vous arriverez à le trouver ?» demandai-je. « Je peux suivre le rythme qu'il ne peut pas faire taire. » Il se tourna vers la femme. « Où garde-t-il sa collection ?»« Dans les catacombes sous St. Paul's Wharf, mais vous ne l'atteindrez jamais. L'endroit est surveillé, chaque bruit est mesuré. Le tic-tac que vous entendez, c'est son garde. » Holmes sourit faiblement. « Alors nous avancerons en silence. Watson, préparez votre pistolet. Et vous, madame, vous nous accompagnerez. Si le conservateur tient à son écho, laissons-le l'entendre parler. » Elle perdit son calme. « Vous ne pouvez pas. Il vous tuera tous les deux. »« Je suis sûr qu'il essaiera, » répondit Holmes, « car c'est seulement dans cette tentative que réside sa révélation. » Le taxi qui nous emmenait vers le fleuve semblait glisser à travers un monde réduit au rythme. Sabots, respiration, battement constant du métronome invisible qui émanait encore de l'étui dans la main de Holmes. Il ne disait presque rien, mais son esprit était palpable. Il tournait, calibrait, divisait le temps en déductions. Lorsque nous descendîmes près du quai, le brouillard enveloppait l'eau comme la fumée d'une mèche invisible. La femme nous conduisit à travers une arche étroite jusqu'à un escalier qui descendait sous le quai. « Là », murmura-t-elle en indiquant une faible lueur devant nous. « C'est là que commence la crypte. » Holmes fit signe de se taire. Le tic-tac était devenu plus fort, résonnant dans la pierre comme si une centaine d'horloges invisibles signalaient notre intrusion. « Génial », murmura-t-il. « Chaque mécanisme est réglé à la même heure. Si l'un d'entre eux déraillait, le conservateur remarquerait l'intrusion. »« Alors comment ?» commençai-je à dire. En le remplaçant. Il sortit sa montre de sa poche. « Nous ne l'enlevons pas, nous la remplaçons. Prêtez-moi votre main ferme, Watson. » Il remonta la montre, synchronisa son tic-tac avec précision au rythme de l'écho et la plaça à côté du dispositif le plus proche. Voilà, notre note discordante devient harmonieuse. Nous avancions à travers des pièces remplies d'étagères, chacune contenant des boîtes identiques. Holmes en ouvrit une avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de petits négatifs en verre, étiquetés avec des dates et des initiales. « Une bibliothèque de chantage », dit-il à voix basse. « La fragilité humaine capturée par la lumière. » La voix de la femme se brisa derrière nous. « Vous comprenez maintenant pourquoi il ne doit jamais être trouvé. »« Au contraire, dit Holmes, c'est précisément pour cette raison qu'il doit être trouvé. » Un bruit rompit le silence. Le grincement d'une porte, puis le rythme caractéristique de pas qui se rapprochaient. Le cliquetis dans les murs changea, s'accéléra, comme pour accueillir son maître. Holmes éteignit la lanterne, ne laissant que le rythme pulsatoire des machines et sa respiration. La silhouette qui entra n'apportait aucune lumière,
mais sa silhouette était claire, grande, délibérée, avec des mouvements mesurés au rythme qui remplissait la pièce. Sa voix, lorsqu'il parla, était lisse comme de l'acier. « Vous êtes entré dans ma collection, monsieur Holmes. » Holmes répondit doucement. « Et vous avez trouvé le seul objet qui résiste à la dégradation. Et quel serait-il ? La vérité. » Le conservateur rit une fois, d'un rire sec et sans joie. « La vérité est une photographie exposée au temps. Elle s'estompe. Pourtant, le négatif résiste, dit Holmes. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. » Le cœur des horloges sembla s'amplifier, leur tic-tac convergeant en un seul rythme accéléré. Le conservateur s'approcha. « Vous me comprenez mal, Holmes. Je ne conserve pas, je reproduis. Chaque vérité existe deux fois, une à croire, une à détruire. Je me demande laquelle des deux vous êtes. » Holmes porta la main à la poche où se trouvait l'étui authentique. « Découvrons-le. » Leurs regards se croisèrent, et le tic-tac atteignit un ton fébrile, comme si le temps lui-même s'apprêtait à se diviser en deux. Le tic-tac fiévreux s'intensifia jusqu'à faire vibrer l'air lui-même. La main de Holmes resta immobile sur sa poche, la faible lueur de l'étui à cigarette n'étant visible que lorsque le mouvement du conservateur traversait un rayon de lumière provenant de la cage d'escalier. « Une symétrie dangereuse, monsieur, » dit Holmes d'un ton calme. « Lorsque deux vérités se rencontrent, une seule peut survivre. » Le conservateur pencha la tête. « Vous vous définissez comme un chercheur de vérité, monsieur Holmes. Pourtant, tout votre génie repose sur l'illusion, des déductions tissées à partir d'indices, des spectacles pour les ignorants. Moi aussi, je suis un artiste de la vérité, mais la mienne ne peut mentir. Une photographie enregistre ce qui a été, c'est le seul témoin honnête. Pourtant, répondit Holmes, vous falsifiez aussi ce témoin. Vous détruisez l'original et laissez la copie parler à sa place. Dites-moi, l'appareil photo capture-t-il l'âme ou seulement sa contrefaçon ? Le conservateur sourit faiblement. L'âme n'a aucune importance. Je collectionne les identités. Les cendres que vous conservez dans cette boîte en argent m'appartenaient autrefois. Mon visage, mon nom, la preuve de mon existence. Je les ai effacés pour pouvoir vivre sans contrainte. Vous, Holmes, vous êtes lié par les preuves que vous vénérez. La voix de la femme tremblait. Vous m'avez forcé. Vous avez dit que votre reflet devait mourir. Silence, siffla le conservateur. Vous étiez ma lentille, rien de plus. Le ton de Holmes se refroidit. Et pourtant, c'est vous, et non elle, qui voyez encore clairement. Un collectionneur qui ne supporte pas d'être vu. Ce n'est pas un conservateur, mais un lâche. L'homme fit un pas en avant, soulevant de sa main gantée un petit dispositif attaché à sa ceinture. Un détonateur compact à mécanisme d'horlogerie, dont les engrenages brillaient comme des yeux. La lâcheté, monsieur Holmes, c'est de savoir quand il faut tout recommencer. L'Ouroboros se renouvelle par la destruction. Lorsque le tic-tac s'arrête, le cercle se referme. La réponse de Holmes fut calme et mesurée. Alors vous êtes prévisible, et c'est là votre défaut fatal. Sa main sortit de sa poche, non pas avec l'étui en argent, mais avec sa montre, réglée à la même heure que les dispositifs qui nous entouraient. Vous dépendez du rythme, monsieur. Supprimez-le, et votre système s'effondre. Il ouvrit la montre d'un petit coup. Son tic-tac était identique à celui des autres, jusqu'à ce qu'il appuie sur la couronne. Elle s'arrêta instantanément. La salle fut plongée dans un silence vide, rompu seulement par la respiration rapide du conservateur. Puis ce fut le chaos. Les métronomes synchronisés vacillèrent, perdant leur unité, l'un battant plus vite, l'autre plus lentement. Le cercle parfait se brisa en dissonance. « Qu'avez-vous fait » cria le conservateur. « J'ai introduit une variation, » répondit Holmes. « Un seul battement faux révèle toute la composition. Votre réseau de synchronisation est votre prison, pas votre défense. » L'homme se précipita vers moi, mais Holmes fut plus rapide. Je l'attrapai par le bras alors qu'il me dépassait, lui arrachant le détonateur des mains. Il tomba bruyamment, sur le sol, ses engrenages se dispersant comme des dents cassées. Le conservateur tituba en arrière, les yeux écarquillés. « Vous ne pouvez pas l'arrêter. Le mécanisme est autocorrectif. » « Vraiment ?» La voix de Holmes couvrit le bruit. « Alors permettez-moi d'accélérer la correction. » Il lança le porte-cigarette vers le mur opposé. Il heurta un dispositif qui cliquetait, métal contre métal, et l'impact déclencha une série de cliquetis comme des dominos tombant dans toutes les directions. Des étincelles jaillirent, puis, l'un après l'autre, les métronomes s'arrêtèrent. Le silence qui suivit était plus profond que le son, dense de l'absence de son propre rythme. Holmes expira. « Observez, Watson, même les mécanismes les plus complexes échouent
lorsqu'ils oublient de tenir compte de l'erreur. La femme tomba à genoux, le visage pâle. « Vous avez tout gâché. » Holmes la regarda gravement. « Non, madame. Il s'est ruiné lui-même au moment où il a essayé de vivre sans preuve. » Le rire du conservateur retentit soudain, d'abord faible, puis froidement calme. « Vous pensez que je suis vaincu ? Regardez autour de vous, Holmes. Les véritables archives ne se trouvent pas ici, mais dans la duplication. Chaque plaque, chaque secret, reproduits ailleurs, transportés par ceux qui servent sans visage. Détruisez-moi, et vous ne détruirez rien. » Holmes s'approcha. « Alors peut-être m'aiderez-vous à trouver l'un de vos reflets. » L'expression de l'homme changea. Pour la première fois, l'incertitude brisa son sang-froid. « Que voulez-vous dire ?» Holmes sortit de son manteau un petit morceau de papier photographique sur lequel était imprimée la silhouette floue d'un visage, le sien. « Vous n'êtes pas le seul à créer des duplicata. Avant de quitter l'Egyptian Club, j'ai saupoudré la fausse mallette à la recherche de résidus, et je l'ai fixée avec un réactif. Vous avez laissé votre image sur le couvercle, mon ami. Cette image a été copiée, cataloguée et mise en sécurité, hors de votre portée. Scotland Yard la comparera très bientôt. » Les yeux du conservateur s'enflammèrent. « Comment osez-vous »« Oser est un mot inadéquat pour décrire une simple inévitabilité, » répondit Holmes. Toute contrefaçon finit par trahir son original. Le conservateur se jeta sur moi avec une fureur soudaine, mais je l'interceptai. Le combat fut bref et brutal. Un coup à la mâchoire l'envoya au tapis. Holmes se baissa, ramassa le détonateur brisé et l'observa avec une curiosité tranquille. « Une invention délicate, » murmura-t-il. « Un mécanisme d'horlogerie avec une mèche à poudre, ingénieux, mais trop dépendant de la perfection. » La femme porta ses mains à sa bouche. « Il vous tuera s'il se réveille. » Holmes la regarda avec une gentillesse surprenante. « Non, madame, il ne se réveillera que pour les conséquences. » Il me fit signe d'attacher les poignets de l'homme avec mon mouchoir. Pendant que je le faisais, le faible tic-tac reprit, provenant cette fois-ci de quelque part derrière les étagères. Holmes leva un doigt. « Vous entendez ? Une deuxième chambre. Il a dit la vérité sans le savoir. Sa duplication s'étend plus loin qu'il ne le croit. Nous avons repéré une porte étroite cachée par des caisses. Holmes l'a ouverte, révélant une petite alcôve éclairée par une seule lampe. Des centaines de photographies étaient accrochées au mur. Des visages d'hommes et de femmes de toutes les classes sociales, disposés en cercles concentriques précis. Au centre, il y avait un seul espace vide, où une photographie avait clairement été retirée. Holmes murmura « Le visage absent, l'identité effacée, celle du conservateur, c'est le vide qu'il vénère. » Je murmurai « Alors son mobile était l'autodestruction ?» Pas exactement, c'était le contrôle. Il croyait qu'en effaçant son passé, il pourrait posséder celui de tous les autres hommes. Mais l'identité, comme le son, doit résonner pour exister. Holmes éteignit la lampe, nous plongeant à nouveau dans la pénombre. « Watson, allez chercher le policier du quai. Nous livrerons notre collectionneur fantôme à la lumière du jour. » Alors que je me tournais vers les escaliers, un nouveau son rompit le silence. Un seul tic-tac délibéré, lent et distinct des autres. Holmes tourna brusquement la tête. « Ça, dit-il, ce n'est pas son mécanisme. » Il fronça les sourcils. « Alors qu'est-ce que c'est ?» Il plissa les yeux. « Un signal venant de l'extérieur. Quelqu'un sait que le schéma a été interrompu et a l'intention de le rétablir. » Le tic-tac retentit à nouveau, plus clair, plus proche. Le tic-tac retentit à nouveau, cette fois plus fort, délibéré et précis, comme pour se moquer du silence que nous avions gagné. Holmes leva la main, tous ses sens en alerte. « Ça vient de l'extérieur, » murmura-t-il. « Un métronome portable, récemment remonté, à la dernière minute. Nous ne sommes plus seuls, Watson. » Avant que je puisse répondre, une voix s'éleva dans l'ombre du couloir adjacent. « Éloignez-vous du prisonnier, messieurs. Lentement, s'il vous plaît. » Le ton était calme, cultivé et effrayant par sa familiarité. Les yeux de Holmes se posèrent sur moi, tranchants comme le flash d'une lame. « Lestrade, » murmura-t-il, « ne parlerait pas ainsi. » Une silhouette émergea de la porte, ses traits à demi cachés par la lueur d'une petite lanterne à main. Il était grand, impeccablement vêtu, la main gantée posée sur une canne dont le manche brillait comme de l'argent poli. « Excellent travail, monsieur Holmes, » dit-il avec un sourire subtil. « Vous avez fait exactement ce que nous voulions. » Holmes se redressa, chaque ligne de son corps composée. « Je ne m'adresse donc pas à un sauveteur, mais à un héritier. » « Exactement. » L'homme s'avança dans la lumière, révélant un visage bien rasé aux pommettes saillantes
et aux yeux si clairs qu'ils semblaient presque incolores. « Vous pouvez m'appeler Monsieur Orrin. Je suis le successeur que vous venez de créer. » La voix de Holmes resta calme. « Ouroboros, en effet, le serpent qui dévore son prédécesseur. Vous êtes venu pour consumer le conservateur. » L'homme inclina légèrement la tête. « Dans l'ordre des choses, Monsieur Holmes, les cercles doivent rester intacts. Lorsqu'un leader vacille, un autre assure la continuité. » Je me plaçai instinctivement entre lui et Holmes. « Si vous pensez que nous allons vous laisser faire, laissez-le faire, Watson, » dit Holmes d'une voix basse. « Le modèle exige sa conclusion. » Le faible tic-tac continuait à provenir de la canne d'Orin. Les yeux de Holmes le suivirent. « Ingénieux, murmura-t-il. Vous affichez votre rythme au grand jour. Cela me permet de rester en harmonie, dit Orrin. Un mécanisme d'une précision absolue, construit par le bijoutier que vous considérez comme votre allié. La selle, m'écriai-je. Impossible. Au contraire, répondit calmement Holmes. Tout à fait plausible. Son savoir-faire trahissait la peur, pas l'innocence. Il a forgé les 2 coffrets sous la contrainte, mais peut-être aussi sous l'influence d'une idéologie. Orrin sourit faiblement. Monsieur Lascelles comprend l'ordre, tout comme moi. La société Ouroboros n'est pas criminelle, docteur. Elle est curative. Nous éliminons le désordre de l'histoire. Le regard de Holmes s'aiguisa, en remplaçant les faits par des répliques, je suppose, et en faisant disparaître ceux qui connaissent la différence. Vous en percevez la nécessité. Et pourtant, dit Holmes, votre cercle est déjà en train de céder. Votre prédécesseur gît ligoté. Votre tic-tac vacille. Orrin leva sa canne, laissant le son résonner une fois de plus à travers les voûtes. Vous jugez mal le rythme, monsieur Holmes. Il ne vacille jamais, il évolue. À son geste, un mince filet de fumée commença à s'échapper de l'autre bout de la pièce. Les narines de Holmes se dilatèrent. Du phosphore. Vous avez l'intention d'incendier les archives. Exactement, dit Orrin. La connaissance doit brûler avant de pourrir, mais votre ingérence accélère le processus. La main de Holmes se referma sur l'authentique étui à cigarette qu'il avait dans sa poche. Alors permettez-moi de vous rendre un fragment de votre perfection. Avec une rapidité soudaine, il ouvrit l'étui à cigarette et le tint face à la fumée. Le miroir intérieur refléta la lumière de la lampe et la projeta en un faisceau net à travers la pièce, frappant directement le petit cadran caché sous la poignée de la canne d'Orrin. L'homme sursauta comme s'il avait été frappé, et son pouce ganté tourna instinctivement le mécanisme. Le tic-tac s'arrêta. La voix de Holmes était calme, clinique. « Un demi-tour de trop, monsieur Orrin. Vous avez trop chargé votre harmonie. » On entendit un clic, puis un bourdonnement, tandis que l'extrémité de la canne commençait à tourner toute seule. Le visage d'Orrin changea. Son masque de sérénité se fissura. « Qu'avez-vous fait ?»« J'ai simplement accéléré l'entropie, » répondit Holmes. « Votre dispositif est désormais en concurrence avec son propre temps. Une partie avance, l'autre reste en arrière. Le résultat ? » Un claquement métallique sec interrompit ses paroles. Des étincelles jaillirent de la poignée de la canne. Orrin la laissa tomber en poussant un cri tandis que le tic-tac devenait irrégulier. Rapide, puis silencieux, puis à nouveau rapide. Le son rebondissait sur les murs de pierre comme des battements de cœur désynchronisés. « Watson, baissez-vous. » Holmes me poussa sur le côté tandis qu'une vague de chaleur et de fumée envahissait la pièce. L'explosion fut légère mais assourdissante, dispersant des fragments d'argent et de pierre. Lorsque la poussière retomba, Orrin gisait inconscient à côté de sa canne tombée, son élégant manteau brûlé, son cercle enfin complet. Holmes se releva lentement, balayant la poussière de sa manche. « Autocorrection, murmura-t-il. L'univers, Watson, abhorre la symétrie qui n'est pas tempérée par le défaut. » La femme, pâle et tremblante, fixait les ruines. « C'est fini ?»« Temporairement, dit Holmes, mais remarquez ce qui reste. » Il désigna le mur des photographies, encore intact à l'exception d'une seule, l'espace vide au centre. Le visage du conservateur était absent, celui de son successeur le rejoindra bientôt. Pourtant, le cercle pourrait se poursuivre, à moins que nous n'en interrompions le rythme de façon permanente. Je regardais les 2 hommes, l'un ligoté, l'autre assommé, et j'éprouvais une étrange pitié. « Que comptez-vous faire ?»« Les démasquer, » répondit Holmes. « Mais pas seulement auprès de la police. Le public doit voir ce qui a été caché. L'art de l'imitation pris pour la vérité. Pour cela, j'ai besoin de preuves. » Il s'approcha des étagères et choisit une plaque de verre intacte. Celle-ci, dit-il, contient toute leur doctrine, le négatif d'une pièce vide, une pure absence,
vénéré comme un contrôle. « Cela suffira-t-il » demandai-je. « Cela suffira à révéler leur vanité. » Il rangea soigneusement la plaque dans sa poche et à prouver que la duplication ne peut reproduire la conscience. À ce moment-là, un gémissement échappa au conservateur. Il bougea, ouvrit les yeux et vit son successeur tomber à terre. « Ainsi, le serpent a de nouveau avalé sa queue, » murmura-t-il. Holmes s'accroupit à côté de lui et s'est étouffé. « Vous êtes finis, tous les deux. » Les lèvres de l'homme se courbèrent légèrement. « Vous pensez avoir arrêté le temps, monsieur Holmes, mais vous ne l'avez que retardé. L'horloge retrouvera son rythme. » Holmes le regarda sans triomphe. « Alors je l'écouterai. » Nous attachâmes Orrin à côté de son maître et nous préparâmes à monter. La femme s'agrippa au mur, les yeux remplis d'une gratitude tourmentée. « Je ne pourrai jamais retourner auprès d'eux, » murmura-t-elle. « Non, » dit Holmes avec gentillesse. « Tu dois plutôt te souvenir. L'esprit, contrairement à la photographie, peut s'embrouiller, mais il peut aussi pardonner. » Alors que nous montions l'escalier de pierre, l'air devenait plus frais. Pourtant, derrière nous, quelque part au fond des voûtes, un faible écho reprit. Tic, pause, tic, mesuré, patient, vivant. Holmes s'arrêta à mi-chemin, la tête légèrement tournée. « Le voilà de nouveau, » dit-il doucement. « Un survivant parmi les mécanismes, ou quelque chose de plus délibéré. »« Un autre piège ? Peut-être, » murmura-t-il, ou le début de ce qu'ils avaient l'intention de poursuivre. Il regarda en arrière dans l'obscurité, les yeux brillants de prudence et d'émerveillement. « Venez, Watson, nous devons suivre ce son avant qu'il n'apprenne notre rythme. » Nous descendîmes une fois de plus dans la crypte, nos pas étouffés par la poussière qui flottait encore dans l'air. Le faible tic-tac provenait d'un endroit plus profond dans le labyrinthe, avec un rythme ni rapide ni lent, un écho patient, délibéré et conscient. Holmes tint la lanterne basse. « Vous voyez, Watson, ce son est légèrement différent des autres. Tous les mécanismes que nous avons désactivés étaient réglés sur un rythme identique. Celui-ci, légèrement plus lent, a été chargé après leur défaite. Alors, il y a quelqu'un d'autre ? Ou quelque chose, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. L'Ouroboros était fier de sa continuité mécanique. Un dispositif pouvait servir de gardien lorsque les hommes échouaient. Nous avons atteint un passage étroit bordé de caisses cassées. À son extrémité se trouvait une lourde porte en fer riveté, entr'ouverte. Le tic-tac provenait de l'autre côté. Holmes a sorti son pistolet, mais ne l'a pas levé. « Observez » a-t-il murmuré en montrant le sol. « Des empreintes, 2 séries. L'une appartient à une chaussure de femme, récente, plus petite que celle de notre compagnon. L'autre, ah, ce dessin, c'est celle de notre ami bijoutier. La selle ? M'écriai-je. Sans aucun doute. L'artisan revient inspecter son travail ou terminer ce que sa conscience a laissé inachevé. Nous nous glissâmes par la porte. La pièce était petite, circulaire, éclairée par une seule ampoule suspendue qui oscillait doucement, projetant des ombres dans un mouvement rotatif incessant. Au centre se trouvait Adrian Lascelles, de dos, penché sur une table de travail jonchée d'engrenages et de fragments d'argent. Sur la table se trouvait un autre étui à cigarette, à moitié construit, à moitié brûlé. Holmes parla à voix basse. « Vous êtes en retard, monsieur Lascelles. » L'homme se raidit, mais ne se retourna pas. « Vous n'auriez pas dû revenir, monsieur Holmes. »« Au contraire, » répondit Holmes en faisant un pas en avant. « Je laisse rarement un modèle inachevé. Vous en avez été l'origine, n'est-ce pas ? Le premier à forger le cercle du serpent. » Lascelles soupira, se redressa et nous regarda. Son visage portait les marques du manque de sommeil. Ses mains étaient sales de suie. « J'ai fabriqué un étui pour un collectionneur. Il a dit que c'était une expérience artisanale. Je l'ai cru jusqu'à ce qu'il me demande un double. C'est alors que j'ai compris. Il voulait prouver que la perfection pouvait être copiée. « Et vous avez accepté, » dit Holmes. « J'ai essayé de refuser, » dit Lascelles avec amertume. « Mais il a menacé de révéler une dette que j'avais envers un certain financier, membre de cette maudite société. Pour protéger mon nom, j'ai forgé ce qu'il voulait. Depuis cette nuit-là, mon talent ne m'appartient plus. » Holmes le regarda en silence pendant un moment, tandis que le tic-tac continuait comme une conscience entre eux. « Et maintenant, vous êtes revenu ici. Pourquoi ? Pour mettre fin à tout cela. » Lascelles désigna le coffret inachevé. Cela devait être la pièce finale, un métronome sans ressort, une machine qui se charge toute seule grâce au mouvement du son. Je l'ai construit comme on me l'avait demandé, puis j'ai compris son but. Il enregistrera le rythme cardiaque de la pièce.
Ils veulent l'utiliser pour savoir qui respire encore après la mort. Une trappe acoustique, murmura Holmes. Un dispositif pour mesurer le silence lui-même. Génial et infernal. La voix du bijoutier vacilla. Je suis venu pour le détruire, mais je n'en ai pas le courage. Quand le tic-tac a repris, j'ai compris qu'ils écoutaient. Ils écoutent toujours. Holmes s'approcha. Alors vous finirez votre destruction sous surveillance. Watson, passez-moi cette clé anglaise. Je fis ce qu'il me demandait. Holmes examina le mécanisme. Une base circulaire en argent, à l'intérieur de laquelle étaient insérés de minces disques ressemblant à des gongs miniatures. Chaque battement résonnait à travers eux, soutenant le pulsar qui remplissait la pièce. Vous voyez, Watson, il se nourrit de son propre écho, un reflet auditif. Si l'Ouroboros cherchait l'éternité, il a trouvé sa métaphore. Il régla le cadran. Le tic-tac ralentit, puis s'accéléra, presque comme s'il était vivant. « Il apprend », murmura-t-il. « Il s'écoute lui-même. » La selle plaqua ses mains sur ses oreilles. « Arrêtez, s'il vous plaît. Il va comprendre que nous sommes là. » Le regard de Holmes s'aiguisa. « Baliverne, mon cher monsieur, un appareil peut imiter le rythme, mais pas la reconnaissance. » À ce moment-là, l'ampoule au-dessus de nous vacilla. Un faible bourdonnement émanait des murs, suivi d'une voix mécanique, plate, asexuée, mais curieusement humaine. Identité confirmée, continuité préservée. Le son me paralysa. L'expression de Holmes resta indéchiffrable. Fascinant. L'ambition ultime de l'Ouroboros, remplacer l'observateur par l'observé. La voix continua rythmée comme un tic-tac. L'observation soutient l'ordre. Interruption interdite. Holmes se pencha rapidement, faisant levier sur la charnière du boîtier. Watson, prenez ce morceau de fil. La selle, tenez la lanterne. Nous allons semer le chaos dans sa perfection. Mais si vous le touchez, commença le bijoutier. Holmes l'interrompit d'un ton sec. Alors sa vérité se trahira d'elle-même. Dépêchez-vous. Je lui passai le fil. Il l'inséra sous le cadran, le tordant jusqu'à ce qu'une étincelle jaillisse. Le tic-tac vacilla, puis se fragmenta en rythmes superposés, qui s'entrechoquaient comme des horloges discordantes. La voix vacilla, les phrases se brisèrent. Continuité, corrompue, cercle, brisé. Un éclair de lumière jaillit du mécanisme. La selle cria et tituba en arrière. Holmes se couvrit les yeux jusqu'à ce que la lueur s'estompe. Lorsque la fumée se dissipa, le dispositif gisait en morceaux, les engrenages immobiles. Holmes expira lentement. C'est fini. Le serpent se dévore lui-même une dernière fois. La selle s'effondra dans un fauteuil tremblant. Vous ne savez pas ce que vous avez détruit. Au contraire, répondit Holmes, j'ai détruit ce qui n'a jamais vraiment existé. Il examina un fragment qui avait survécu, une fine plaque gravée de symboles. Regardez ici, Watson, la devise de l'Ouroboros, mais à l'envers. Ex nihilo veritas. Du néant, la vérité. Leur credo à l'envers. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'ils croyaient que l'absence même était pureté, dit-il. Pas d'homme, pas de visage, pas de son, seulement la répétition. Ils confondaient le silence avec la moralité. La selle murmura « Et vous, monsieur Holmes, ne recherchez-vous pas aussi le silence lorsqu'une affaire est résolue ?» Holmes croisa son regard, fatigué mais déterminé. « Je recherche l'équilibre, pas le vide. Il y a une différence. » Un léger remue-ménage se fit entendre dans le couloir. Des voix, des bruits de bottes. L'expression de Holmes se fit plus tendue. L'estrade, j'imagine, ponctuelle comme la culpabilité. Nous vous remettrons les deux survivants, le bijoutier et la femme, pour que vous vous occupiez d'eux. La selle baissa la tête. Je lui dirai tout. Holmes acquiesça d'un signe de tête. Cela suffira. Alors que nous nous apprêtions à partir, je remarquai que l'air tremblait encore légèrement. Holmes, dis-je. Écoutez, vous entendez? Il s'arrêta. Le tic-tac, bien que faible, persistait, plus discret à présent, comme s'il provenait des profondeurs des murs. Il plissa les yeux. Une vibration résiduelle, ou peut-être l'écho de sa propre mort. Quoi qu'il en soit, Watson, cela nous rappelle que le silence dure rarement longtemps. Nous remontâmes vers la surface, le rythme mourant nous suivant comme un battement de cœur qui refusait de s'arrêter. En haut des escaliers, Holmes s'arrêta, le visage éclairé par les premières lueurs grises de l'aube. « Vous voyez, mon cher ami, murmura-t-il, même lorsque l'imitation prend fin, son écho persiste. C'est le prix de la perfection. » Et derrière nous, presque tendrement, un seul tic-tac lui répondit. Holmes resta immobile pendant plusieurs secondes, le regard fixé sur la cage d'escalier en contrebas.
Ce tic-tac, Watson, n'est pas un écho. Il persiste avec intention. Quelque chose reste inachevé. Vous voulez dire un autre dispositif ou un autre projet? Son ton avait changé. Il n'était plus analytique, mais réfléchi, presque réticent. J'aurais dû le prévoir. Chaque mécanisme Ouroboros contient son contrepoint, une impulsion compensatoire finale pour relancer le rythme une fois qu'il a été détruit. Alors nous ne l'avons pas du tout fait taire. Pas encore. Il se retourna brusquement, avec une énergie renouvelée. Venez. Nous allons confirmer la profondeur de sa persistance avant que la Yard ne scelle la voûte. Lorsque nous sommes retournés dans la salle inférieure, Lestrade et 2 agents étaient déjà arrivés, leurs lanternes projetant des formes déformées sur la pierre. « Bon sang, Holmes !» s'exclama l'inspecteur. « On dirait l'intérieur d'une horloge après un cours de dynamite. » Holmes fit un signe sec. « Une métaphore pertinente, Lestrade. Vous trouverez 2 hommes dans le couloir adjacent. L'un conscient, l'autre aspirant à l'être. Arrêtez-les tous les 2 pour association de malfaiteurs en vue d'extorsion, de falsification et de dissimulation illégale. » Lestrade cligna des yeux. « Et quel motif dois-je indiquer ?»« Vanité philosophique, » répondit Holmes sèchement. « Maintenant, occupez-vous de votre devoir. Le docteur Watson et moi avons un dernier réglage à faire. » Nous passâmes devant les policiers et entrâmes à nouveau dans la petite pièce circulaire. Les fragments du métronome brisé brillaient encore faiblement. Pourtant, quelque part à l'intérieur du mur, provenait ce battement caractéristique, plus lent, plus profond, résonnant, comme si la pierre elle-même se souvenait du son. Holmes posa sa main sur le mur. « Vous l'entendez, Watson? La vibration est structurelle. Les Ouroboros ont intégré leur mécanisme final dans le bâtiment lui-même, une fondation qui écoute. Alors comment diable pouvons-nous l'arrêter? En localisant son cœur. » Il traça le contour des briques, puis en frappa une avec force. Un son sourd répondit. « Ici, la chambre continue au-delà de ce mur. » Avec le ciseau de la selle pris sur l'établi, Holmes détacha le mortier. La brique bougea, libérant un souffle d'air froid. Derrière, il y avait une étroite cavité, juste assez large pour laisser passer le bras d'un homme. Holmes se pencha, levant la lanterne. Je le vois, un pendule, suspendu à un fil d'acier. Une œuvre ingénieuse. Il tire son mouvement des vibrations de la Tamise elle-même. Il ne peut donc jamais s'arrêter, à moins que le courant ne s'arrête, ou que je n'en altère l'équilibre. Il se pencha avec une extrême prudence, ajustant le contrepoids. Le tic-tac vacilla, puis redoubla, plus rapide, plus pressant. Holmes, pour l'amour du ciel, patience, mon cher ami. Pour arrêter une horloge, il faut d'abord la laisser fonctionner au-delà de sa force. Sa main travaillait avec une précision étonnante. Finalement, il expira brusquement, retirant complètement le poids du pendule. Le son se réduisit à un dernier battement rapide, puis cessa complètement. Le silence qui suivit sembla immense. Même le murmure de la rivière à l'extérieur s'était évanoui. Holmes sourit faiblement. Voilà, le rythme s'est épuisé de lui-même. La selle, qui était restée sur le seuil, parla d'une voix rauque. « Tu as bouclé la boucle. » Holmes se tourna vers lui. « Pas moi, c'est le principe qui s'est bouclé. La perfection contient en elle-même les germes de sa propre ruine. Il suffit de la laisser se développer. » La voix de Lestrade résonna dans l'escalier. « Tout va bien là-haut, Holmes. La dame est partie en taxi sous escorte policière. Y a-t-il autre chose ?»« Juste la destruction de cet appareil, » répondit Holmes. « La chambre forte doit être scellée et remplie de chaux. Je vous enverrai les instructions par écrit. » Une fois l'inspecteur parti, nous restâmes encore un moment. L'air était lourd de fumée et d'une légère odeur de métal brûlé. Holmes observa les décombres, puis parla d'un ton qui semblait s'adresser à lui-même. « Il est curieux, Watson, que les hommes qui adorent la précision périssent souvent à cause de son excès. Ils recherchent la constance là où seul le changement peut exister. Vous semblez presque désolé. Peut-être le suis-je, admit-il. Les Ouroboros étaient des criminels, mais ils avaient assez compris quelque chose que peu de philosophes comprennent, que la vérité et l'imitation sont des reflets jumeaux. J'ai bâti ma carrière en distinguant l'un de l'autre. Pourtant, je me demande parfois si mon succès ne dépend pas de la différence, mais du timing. » Je le regardais avec étonnement. « Vous ne voulez pas dire qu'un mensonge dit avec précision peut être indiscernable de la vérité observée trop tard, dit-il. Réfléchissez, Watson. La déduction elle-même est une reconstruction, une imitation de la cause. Vous accordez trop de crédit à l'imitation, dis-je. Une machine peut imiter le rythme,
Mais pas la conscience. Il sourit. Bien dit, mon ami. Pourtant, la conscience est aussi un rythme qui bat plus fort dans certains cœurs que dans d'autres. Nous montâmes les marches ensemble. Dehors, l'aube s'était illuminée d'un argent pâle, et le bruit de la ville qui s'éveillait se répandait sur le fleuve. Holmes s'arrêta près du parapet, regardant la coupole de Saint-Paul émerger de la brume. « Londres respire à nouveau », murmura-t-il. « Le pouls est revenu, irrégulier et imparfait. Je trouve ces irrégularités rassurantes. » Je ris doucement. « Vous, Holmes, réconforté par le désordre, c'est une nouveauté. Pas par le désordre, Watson, par l'humanité. L'Ouroboros cherchait à rendre le temps obéissant. Je le préfère imprévisible. » Il alluma une cigarette, tira une bouffée et expira avec une satisfaction visible. De plus, je n'ai aucune envie de partager ma réputation avec une machine. Alors que nous nous retournions pour partir, un agent de police s'approcha, portant un petit fragment de métal enveloppé dans un chiffon. « Excusez-moi, monsieur Holmes, j'ai trouvé ce fragment coincé dans le mur. Il pourrait être important. » Holmes le prit et le déballait avec précaution. À l'intérieur se trouvait un éclat d'argent sur lequel était gravé un symbole familier. Le serpent qui se mord la queue, mais à l'intérieur du cercle était désormais gravée une seule lettre. Esh. Je vis son expression changer, devenant aiguë et pensive. « Alors » demandai-je. Il tourna le fragment en évaluant son poids. Une signature ou une accusation? La sienne? C'est possible. Ou laissez-la pour le suggérer. Vous voyez, Watson, quand l'imitation échoue, le faussaire intelligent laisse derrière lui un nouveau modèle à suivre. Cela pourrait être leur message final, que mon nom complète leur cercle. Je protestai. « Vous ne croyez sûrement pas… » « Je ne crois encore rien, » m'interrompit-il calmement. « Mais quelqu'un y croit, quelqu'un qui écoute encore. » Il mit le fragment dans sa poche, plissant les yeux vers la rivière où la marée venait doucement lécher les pierres. Le modèle dort. Il ne meurt pas. Le rythme reviendra, peut-être différent, plus subtil, plus proche. Je sentis un frisson malgré la lumière du matin. « Pensez-vous qu'il recommencera ?» Holmes sourit sans chaleur. « Tout recommence, mon cher Watson. C'est la nature du cercle. » Et au loin, au fond de la berge, sous le brouhaha de Londres qui s'éveillait, un faible son métallique se fit entendre. Tic, 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 lent, délibéré et incroyablement familier. Holmes resta immobile, la tête inclinée vers ce faible rythme métallique qui pulsait sous le murmure de la rivière. « Vous l'entendez, Watson ? Le même rythme qu'avant, mais plus lent, comme si la ville elle-même reprenait son souffle. Ce doit être un écho provenant de la crypte, dis-je, même si ces mots sonnaient en creux à mes propres oreilles. Holmes secoua la tête. Un écho répète ce qui s'est passé. Ceci est une réponse. Ses yeux étaient fixés sur la Tamise, où la lumière du matin brillait sur l'eau, comme de l'acier fondu. Quelqu'un ou quelque chose nous répond. Lestrade s'approcha par derrière, serrant son manteau pour se protéger du froid de l'aube. Nous avons scellé l'entrée inférieure et posté des hommes aux deux extrémités du quai. Tout ce qui reste là-dessous peut y rester enfoui. Holmes acquiesça légèrement. Pourtant, ce n'est pas le cas. Vous n'entendez rien, Lestrade ? Rien d'autre que la rivière, monsieur. Holmes me regarda. Exactement. Il ne peut pas l'entendre. Il fronça les sourcils. Que voulez-vous dire ? Que le son choisit ceux qui l'écoutent. Sa voix s'abaissa jusqu'à devenir presque un murmure. Ceux qui ont interrompu le rythme y sont désormais liés. Ils continuent en nous. Lestrade eut un petit rire. Vous êtes tous les deux surchargés de travail. J'enverrai un rapport cet après-midi, et vous pourrez rêver en paix de vos fantômes cliquetants. Une fois qu'il fut parti, Holmes sortit de sa poche le fragment d'argent, sur lequel l'emblème du serpent brillait faiblement. Vous vous souvenez, Watson, de l'inscription à l'intérieur du véritable étui à cigarette ? La vérité exige réflexion, répondis-je. En effet, mais la réflexion exige une surface, et ici, dit-il en tapotant le fragment, il m'offre la mienne. L'Ouroboros n'a pas de fin, et pourtant chaque segment en reflète un autre. C'est peut-être leur dernière plaisanterie, suggérer que je fais moi aussi partie de leur plan. C'est absurde, protestai-je. Vous avez démantelé leur travail. Holmes me regarda d'un air grave. Vraiment ? Ou peut-être ai-je simplement assumé leur fonction. Observer, enregistrer, préserver. Le détective et le conservateur se ressemblent, tous deux à la recherche de la permanence au milieu de la décadence. Vous parlez comme un homme sous le charme. Peut-être. Il remit le fragment dans sa veste. Venez, Watson, voyons si l'écho nous suit au-delà de la rivière. Nous avons appelé un taxi et avons traversé en silence les rues qui s'éveillaient.
Le bruit de la ville augmentait à chaque tour de roue, mais sous le vacarme, je croyais encore distinguer le faible battement. Tic-tac, pause, tic-tac. Holmes était assis, raide, les doigts entrelacés et le regard vague. Finalement, il prit la parole. « Supposons, mon cher ami, que le son lui-même puisse enregistrer ce que l'encre ne peut pas, que la vibration persiste comme l'image sur le négatif. Alors ce tic n'est pas seulement une répétition, mais un souvenir, un fantôme phonographique. » Je souris, mal à l'aise. « Tu fais de la poésie avec la paranoïa. »« Pas de la poésie, dit-il. Un schéma. Considère ceci. Chaque boîtier mécanique, chaque montre, chaque appareil photo sont des moyens de conserver un moment. Peut-être que l'Ouroboros a découvert que le son peut aussi conserver l'intention. Et quelle intention reste-t-il ? L'observation, dit-il doucement. Écoutez, même quand personne ne parle. Lorsque nous arrivâmes à Baker Street, la chaleur familière du feu calma mes nerfs. Madame Hudson s'agitait à cause des débris sur la table de Holmes, marmonnant à propos de nuits blanches et de taches chimiques. Holmes l'ignora complètement, plaçant le fragment d'argent à côté des restes de l'étui d'origine. L'horloge sur la cheminée tic-taquait à son rythme régulier, inoffensif, domestique, non menaçant. « Tu l'entends maintenant » demandai-je. « Oui, répondit-il, mais différemment. Le temps a encore changé, se synchronisant avec la pièce. Écoute. » Je le fis, et, pendant un instant, je crus avoir compris. La cadence semblait s'entremêler entre l'horloge et notre respiration, une troisième impulsion qui complétait une harmonie invisible. Les yeux de Holmes brillèrent. Elle s'adapte, Watson. Comme la conscience elle-même, elle suit le rythme de ceux qui l'écoutent. Il prit le violon et fit glisser délicatement l'archet sur les cordes. La note correspondait exactement au rythme, résonnante et grave. La musique contre le mécanisme, murmura-t-il. Voyons qui résistera. Il joua pendant plusieurs minutes, improvisant avec une précision tranquille, chaque phrase en contrepoint du rythme persistant de l'horloge. Peu à peu, étonnamment, le tic-tac sembla ralentir, jusqu'à se fondre complètement dans le son du violon. Puis, silence. Holmes baissa son instrument, le visage pâle mais triomphant. « Voilà, dit-il, l'harmonie est atteinte. » Le son demandait une résolution. Je poussai un soupir de soulagement. « Alors, c'est fini ?» Il sourit faiblement. « Pour l'instant. Mais souvenez-vous, l'harmonie n'est pas la fin de la musique, c'est seulement une pause. » Les mots venaient à peine de sortir de sa bouche que le téléphone sonna, d'un son aigu, soudain et strident. Madame Hudson entra en courant, effrayée. « Un message pour vous, monsieur Holmes, urgent. » Il décrocha le combiné. « Oui, parlez clairement, s'il vous plaît. » Ses traits se raidirent. « Répétez, une note trouvée où ? Je comprends. Gardez-le en sécurité. » Il raccrocha le combiné et me regarda d'un air sombre. L'estrade rapporte que lorsque ces hommes ont scellé la chambre forte, ils ont découvert une deuxième inscription gravée dans la pierre. Que disait-elle ? Il me tendit un petit bout de papier sur lequel il avait noté la traduction. « Chaque silence est un commencement. » Je fixai ces mots. Alors la société avait prévu sa propre chute, conclut Holmes. Ou peut-être nous avait-elle prévu. Il s'approcha de la fenêtre, regardant la rue où les voitures filaient dans la lumière du matin. « Watson, vous devez comprendre que l'Ouroboros n'a jamais été une simple confrérie. C'était une idée. Pour eux, l'imitation était l'immortalité. Détruisez leur machine et leur concept persistera dans l'esprit de ceux qui se demandent comment. Et vous craignez qu'ils aient déjà trouvé un nouveau réceptacle. » Il se détourna de la fenêtre, l'expression indéchiffrable. « Je ne le crains pas, je m'y attends. Chaque enquête, chaque observation prolonge leurs principes. Nous reflétons ce que nous étudions. » Vous parlez comme si vous regrettiez d'avoir résolu l'affaire. « Je ne regrette rien, dit-il calmement, mais j'en suis conscient. Nous avons tué un serpent pour trouver son ombre sur nos pieds. » L'horloge sonna le quart d'heure. Holmes la regarda avec affection. « Voici notre vieil ami, le temps. Fidèle, incorrigible, humain. Laissons-le teinter sans but. » Il s'approcha du fauteuil et s'assit avec l'air d'un homme qui revient d'un long voyage. « Écris cela, Watson, dit-il à voix basse. Mais omets l'écho. Le monde dormira mieux s'il croit que le silence est définitif. » Je m'assis à mon bureau, la plume à la main. Mais alors que je commençais à prendre des notes, la lumière du gaz vacilla et, quelque part, très faiblement, provenant de la cheminée, des murs ou de l'air lui-même, ce rythme délicat se fit à nouveau entendre. Tic, tic, tic.
Holmes se leva les yeux sans surprise, un léger sourire aux lèvres. « Ah » murmura-t-il, ponctuel comme toujours. Et l'horloge lui répondit.